Alors j'ouvre tout de suite une petite parenthèse. Essaye de regarder toute la vidéo et surtout la conclusion. Voilà, n'essaye pas de reproduire quelque chose sans avoir bien compris l'intégralité de cette vidéo. Ça peut être plus dangereux qu'autre chose, donc soit tu regardes tout et tu as bien compris, tu refais pareil ou pas. Mais quoi qu'il arrive, regarde la conclusion. Et franchement, je pense avoir expliqué pas mal de choses. Allez, place à la vidéo. Salut, il n'y a personne qui veut m'envoyer un peu de soleil parce que là, c'est catastrophique. J'avais prévu de mettre la cuve d'eau grise en place, mais on va clairement laisser tomber. Je vais te parler d'un nouveau projet pour un abonné. C'est l'installation d'une grosse batterie nomade à ferry. La 3600 Wh, tu sais, le truc de 45 kg. Et on va voir aussi comment réaliser une mise à terre fonctionnelle dans un fourgon aménagé. Parce que, à savoir, mettre un différentiel, si tu n'as pas de terre, ça ne sert strictement à rien, ce qui est le cas de 3/4 des fourgons aménagés qui circulent. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. Allez, let's go! Alors, tu te souviens, il y a à peu près 2 mois, j'avais présenté un schéma de branchement pour brancher une batterie à ferry à la fois sur un panneau solaire et sur la prise allume-cigare avec un système de relais qui switch automatiquement entre le panneau solaire quand tu es à l'arrêt et la prise allume-cigare quand tu es en train de rouler. Et j'avais proposé, s'il y a un abonné qui veut réaliser entièrement son fourgon à l'aide d'une batterie nomade, ben, je l'aide à aménager son véhicule et à lui faire un schéma de branchement. Donc là, en fait, l'abonné il a choisi la batterie à ferry, la P310, pour plusieurs raisons. Alors, pour parler un peu des caractéristiques de la ferry P310, c'est une batterie franchement énorme de capacité. Elle a 3840 Wh de capacité. Donc, l'équivalent en ampères, si tu voudrais comparer avec une batterie lithium 13 volts, ben, tu fais 3840 divisé par 13. Ça fait l'équivalent de 295 ampères. Donc tu vois, moi j'ai une batterie Victron de 200 ampères-heure, ça serait l'équivalent de 300. Jusqu'à là, ok. Niveau 220 volts, elle peut fournir 3600 watts. C'est énorme. Pour rappel, mon Multiplus, il fournit que 1200 watts de 220 volts. Là, tu peux tirer 3600 watts. Donc tout ce qui est chauffe-eau électrique, cafetière, même un poste à souder, tu pourrais théoriquement brancher dessus. 3600 watts, c'est 16 ampères, c'est autant que n'importe quelle prise de ton habitation. C'est pour faire simple, c'est pas compliqué. Tu peux brancher un four dessus. Donc 3600 watts de 220, dis-toi bien, franchement, c'est énorme. Jamais de la vie, tu arriveras au-delà. En entrée de charge, elle accepte jusqu'à 2200 watts. En entrée solaire, tu peux mettre 2000 watts de panneau solaire. Donc, tu vois, quand je te dis que c'est une grosse batterie, c'est une grosse batterie. Hein. Donc, tu peux mettre 2000 watts de panneaux solaires. La batterie, évidemment, c'est une LiFePO4, hein, donc lithium, avec une durée de vie de 3500 cycles. Alors, pour une batterie nomade, je me répète encore une fois, c'est une 3840 Wh. Je t'ai dit, ça fait l'équivalent de 300 ampères-heure en 13 volts. Mais les batteries nomades, là, à côté, ils me donnent 80 ampères-heure, tu vas me dire c'est pas beaucoup 80 ampères-heure, mais c'est en 48 volts. Voilà pourquoi les batteries nomades donnent souvent la capacité en wattheure, parce que comparer des ampères en 13 volts et des ampères en 48 volts, c'est pas juste. La seule unité qui est commune, peu importe le voltage, c'est les watts. Donc, pour pas te casser la tête, si tu as une batterie lithium 200 ampères en 12 volts, tu fais 200 x 12, ça va te donner du 2200-2400 Wh. Ça, c'est une 3800. Donc, comme ça, pour toi, c'est très simple de comparer. Regarde, parce que je veux que ça soit clair. Ça, c'est une batterie lithium, 12,8 volts, 200 ampères-heure.
si tu regardes au dos, 2500 Wh. Pourquoi? Parce que si tu fais 12,8 fois 200, tu tombes sur 2560 Wh. Ça, la Ferri, c'est une 3840 Wh. Mais vu qu'elle est en 48 volts en interne, ben c'est 3840 divisé par 13 pour avoir l'équivalent en ampères-heure comme c'est écrit là. J'espère que tu as bien compris. 80 ampères en 48 volts, c'est plus puissant que 200 ampères en 12,8 volts. Comme 16 ampères à la maison en 220 volts, c'est plus puissant que 200 ampères en 12 volts. J'espère que ça c'est bien clair, donc si c'est ok, je ferme la parenthèse. Alors, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Donc, tu as des ports USB comme à n'importe quelle batterie. Ça, on va passer. Tu as une sortie allume-cigare de 10 ampères. Tu as une sortie XT60 de 25 ampères. Et là, tu as une molette. Très important, je t'explique après à quoi ça va nous servir. Parce que quand tu la branches en 220 volts, elle peut recharger jusqu'à 2200 watts. Mais nous, on voudra la recharger avec un onduleur. Et mettre un onduleur de 2200 watts branché sur l'alternateur du véhicule, c'est trop. Donc là, on va pouvoir réduire par exemple à 400 watts. À 400 watts ou 800 watts. Ce qui serait correct pour un alternateur d'origine. Donc, en entrée solaire, tu peux mettre de 12 à 160 volts, 2000 watts maximum. Entrée charge voiture, c'est comme toujours, c'est 120 watts, 10 ampères. Et entrée maximale, c'est 3500 watts, c'est l'entrée 220 volts avec l'entrée de panneau solaire. Donc c'est 3500 watts maximum. Là, tu vois, temps de charge via prise secteur plus panneau solaire, environ 1,3 heures. Le poids, il fait 40 kg. Une deuxième petite parenthèse que je vais ouvrir. Une batterie nomade, ça a ses avantages, ses inconvénients. Une batterie, enfin une installation Victron comme j'ai fait, ça a ses avantages et ses inconvénients. Là, l'abonné, il a envie d'utiliser son installation pour que son fourgon, il est en hivernage, il veut utiliser la batterie à la maison. Ensuite, son fourgon, il servira uniquement pour les vacances et les week-ends. Donc, il n'a pas envie de se casser la tête pendant 2-3 semaines, comme ça a pu être mon cas pour faire mon tableau électrique complexe. Moi, le Victron, si je devrais refaire dans un gros fourgon, je referais en Victron. Je veux le Serbo GX, brancher des sondes de température dessus, avoir le monitoring à distance, avoir des gadgets à gogo, l'écran tactile, hyper joli, tac, tous les gadgets qui se branchent dessus. Tu me connais, c'est mon kiff. Mais si tu veux juste avoir du 220 dans ton fourgon et du 12 volts dans ton fourgon et tout branché dessus, et tu t'y connais pas en électricité, par peut-être sur une batterie nomade, tu te feras moins chier, entre guillemets, que de faire une installation comme ça. Tout ce qui est le sertissage d'Écosse, des grosses sections, tu as bien vu la vidéo là, si tu le fais mal, peut y avoir des risques. Là, tu pars de ta prise XT60, tu mets un porte-fusible et après tu n'as plus que des petits câbles pour ton spot, ton frigo, des petites bricoles, un truc basique. Mais le plus gros de l'installation est fait en interne. Après, niveau réparabilité, ça a ses inconvénients. Si un module casse, tu ne peux pas juste le remplacer toi-même, tu es obligé de faire fonctionner le SAV à Ferri, qui pour rappel est de 7 ans. Donc tu vois, c'est pas à peine de me demander dans les commentaires pourquoi j'installe du Victron et je propose une alternative en Aferri. C'est moi personnellement, je veux du Victron parce que pour tous les points que je t'ai cités avant. Mais je constate que tous les jours, je reçois des emails d'abonnés qui m'envoient des schémas électriques. J'ai pas le temps de tous les corriger. Je vois bien qu'il y a des gens, ils ont du mal à faire un branchement électrique complexe. Donc pour tous ces gens-là, pour pas prendre de risques, partez peut-être sur une batterie nomade. Ou alors faites-vous conseiller. C'est vraiment deux choses différentes. Et ensuite, pourquoi je fais beaucoup de vidéos sur les batteries nomades? Parce que regarde à chaque fois les schémas que je te mets à disposition. J'essaye d'apporter à chaque fois une valeur. En janvier, je t'ai présenté comment switcher automatiquement entre le panneau solaire et l'alternateur. Je t'ai proposé un autre schéma pour recharger ta batterie nomade avec un onduleur. Pour cumuler ton panneau solaire et ta charge de par l'alternateur.
Je fais pas juste un déballage, je te dis il y a 3 prises USB, une prise allume-cigare, ça suffit de lire là. Tu vas sur le site Affery, tu lis la description, tu as toutes ces infos, tu n'as pas besoin de moi pour le dire à voix haute. Donc j'essaye d'apporter quelque chose. Là, en te présentant la grosse batterie nomade là, je vais te présenter un schéma complet avec une mise à la terre. Comment avoir une vraie terre fonctionnelle sur la batterie nomade. Ça, tu le trouveras nulle part sur YouTube, je pense pas, j'ai un peu regardé, mais bon, je peux toujours louper à côté d'une vidéo, mais j'ai rien trouvé de fiable. À savoir également, cette vidéo a été validée par un électrotechnicien qui, c'est pas du pipeau, hein. Il était chef de projet chez PSA pour le moteur 1,5 litre HDI. Donc pour être chef de projet sur l'électronique d'un moteur, dont le 1,5 litre HDI chez PSA, à mon avis, il sait ce que c'est un câble électrique. Tu vois, donc, le gars, il s'y connaît. Le schéma, je l'ai bossé avec lui. Il a vérifié ce que j'ai fait, il m'a conseillé, voilà. Forcément, il avait des choses à dire. Moi, je ne suis pas électricien, hein. Donc j'ai présenté un premier jet. Il m'a fait des remarques, j'ai recorrigé, il m'a refait des remarques, etc. Et au final, on a abouti à un schéma fiable, avec une vraie mise à terre, des différentiels fonctionnels. Et cette vidéo, là, toi, tu la vois aujourd'hui. Mais là, cette personne l'a déjà regardée il y a plus d'une semaine et l'a validée. Pour être sûr qu'il n'y a pas de conneries dans la vidéo. Comme dit, moi, je ne suis pas électricien, c'est que de l'autodidacte. Je m'amuse, je comprends les notions et tout ça. Mais pour te parler de différentiel et de mise à terre, je veux faire un truc qui soit carré de A à Z. Donc voilà, cette vidéo est vérifiée par une personne qui s'y connaît. Donc il n'y aura pas beaucoup de montage dans cette vidéo parce qu'il y a énormément de choses à dire. Le principal, c'est que mon message passe, que tu comprennes. Tout ce qui est une vidéo dynamique, tac tac, c'est pas du tout la priorité. Vraiment, le but, c'est, tu es compétent en électricité, t'as qu'à te faire une installation Victron. Tu pourras la faire évoluer avec le temps et tout ça. Tu seras gagnant. T'as pas de notion en électricité, fais attention à toi. Si ton fourgon, tu l'utilises que pendant les vacances et les week-ends, tu arriveras largement à te débrouiller avec une batterie nomade. Voilà. C'est ça un peu la finalité de ma vidéo et de la prochaine qui va sortir. Donc, juste pour faire simple, là, tu as les prises allume-cigare, là, tu as les sorties 12 volts, dont une allume-cigare de 10 ampères, donc 120 watts, une prise XT60 de 25 ampères et deux petites prises 12 volts. Là, tu as les prises 220 volts, là en bas. Et ici, tu as une molette de réglage que je t'ai parlé. Donc là, tu vois 800, 400 au mini et 2200 watts au maximum. Qu'est-ce que cela signifie? Je vais te montrer. Je prends le câble d'alimentation. Donc là, je branche le câble secteur. Et là, tu as l'entrée panneau solaire, c'est une XT90. Voilà, je branche la prise secteur. Là, tu vois, ça se met à charger. Donc, ça démarre doucement. Ça va sans doute augmenter. On va mettre à fond. 1000 watts de recharge. Pour info, mon onduleur, mon multiplus, il recharge à 70 ampères. Donc 70 x 13, t'es grosso modo à 1000 watts. Là, on va monter jusqu'à 2200. Voilà, donc là, il recharge à 2200 watts. À savoir, plus vite tu recharges une batterie, plus vite tu l'uses. Donc pas besoin de laisser à fond. Si tu as le temps, tu peux réduire ici. Là, tu vois, je l'ai bloqué à 1600 watts. Donc, elle va redescendre à 1600 watts. Donc, plus tu descends, plus ça va prendre du temps à se recharger, ce qui est tout à fait normal. Mais l'abonné en question va vouloir la recharger en roulant. Et pour ce faire, on va brancher un onduleur sur la batterie porteur. Donc, un onduleur, pour rappel, c'est un appareil
qui va transformer le 12 volts de l'alternateur en 220 volts. Mais 2200 watts, on ne pourra pas tirer sur l'alternateur. Donc on va mettre un onduleur qui va fournir à peu près 600 watts pour ne pas solliciter trop l'alternateur. Mais si elle voudrait tirer 2200 watts sur un onduleur qui fournit que 600, l'onduleur va se mettre en sécurité parce qu'on lui demande plus que ce qu'il sait faire. Donc là, on va réduire la molette. On va mettre par exemple à 400 watts. Donc, elle va seulement, là, elle va descendre. Et elle va seulement tirer 400 watts sur l'onduleur. Donc, il ne se mettra pas en sécurité puisqu'il peut fournir 600 et elle ne demande que 400. Et évidemment, le temps de recharge sera encore plus long. Là, on est passé à 5 heures, tu vois. Ça, c'est mathématique. Hein. Tu as une batterie de temps et temps de boiteur. C'est comme un réservoir d'eau, un seau d'eau. Si toi, tu remplis avec des petits verres à schnapps, il te faudra plus de temps que si tu remplis avec un tuyau de pompier. C'est exactement le même principe. Là, tu vois, c'est stabilisé à 400 watts. C'est pour ça, la molette, là, c'est obligatoire parce que si tu veux recharger avec une batterie porteur, avec un onduleur, tu ne peux pas recharger, avoir un onduleur qui tire 2000 watts sur un alternateur. C'est pas possible. Donc là, pour le schéma que je vais te montrer, choisis bien une batterie avec une molette de réglage ici. Au moins, quand l'abonné, il roulera, il mettra sur 400 watts. Donc, ça va tirer 400 watts sur l'alternateur. Ça va pas trop solliciter l'alternateur, ça va bien recharger sa batterie nomade. Pour rappel, moi, mon Orion, donc c'est l'appareil qui charge ma batterie Victron à partir de l'alternateur, c'est un 360 watts. Donc, lui, quand il met sur 400, c'est bon, il est dans les clous. Et quand il se branche à la prise P17, à un réseau EDF, ben il mettra à fond. Donc, il prendra le maximum de la prise P17, évidemment, de l'abonnement qu'il a pris au camping. Si la prise de camping lui fournit 2200 watts, elle va pouvoir recharger à 2200. Voilà pour la molette. Pourquoi on a choisi une batterie avec la molette? Pour nous, c'est important. Ensuite, là, les prises 220 volts, elles peuvent fournir jusqu'à 3600 watts. Si tu veux, on va faire l'essai tout de suite. Je vais la débrancher du secteur, sinon c'est de la triche puisqu'elle contourne la batterie. Donc là, je vais débrancher. Donc là, on va déjà brancher un fer à repasser. C'est très courant qu'on repasse quand on fait de la van life. Hein. Évidemment, c'est de l'humour, hein, mais j'ai rien d'autre qui consomme beaucoup. Et il faut allumer, sinon ça ne marche pas. Voilà, donc le fer à repasser, il consomme 1260 watts. Mon fameux décapeur thermique. Allez, on va brancher ça. J'ai 3 modes, on va commencer par le premier. Deuxième. 2300 watts et c'est donné pour 3600. Je vais tenter le troisième mode. Je suis à 3000 watts. Il me reste de la marge. Évidemment, là, elle s'est mise à ventiler un coup parce que là, je demande énormément quand même. Hein. J'ai encore un petit sèche-cheveux qu'on va rajouter. Allez. T'entends, elle ventile là. Mais bon, j'ai mis... Ah, elle a déjà fini de ventiler. J'ai mis un fer à repasser, un décapeur thermique et un sèche-cheveux. Donc je pense pour dans un fourgon, hein, même si tu vis à l'année, je pense que tu auras assez de 220 volts. Hein. Là, tu peux brancher un appareil à raclette sans souci. Hein. Évidemment, si tu branches un appareil à raclette qui bouffe, admettons, 3000 watts, puisque c'est une 3840, en 1 heure, tu n'as plus de batterie. Hein. Donc, mange vite, parce que ça, après, c'est pareil.
Si ta temps est en réserve, t'as un seau d'eau plein d'eau, tu le renverses d'un coup, en 10 secondes, t'as plus d'eau. C'est exactement pareil. Plus tu consommes, plus vite elle va se vider. Mais juste pour te prouver qu'elle fournit bien 3600 watts de 220 volts. Allez, on va commencer à rire. Pour parler terre, tu as déjà remarqué que à certains appareils, comme là, mon fer à repasser, il y a une borne de terre. Si je prends un sèche-cheveux, il n'y en a pas. Je prends mon décapeur thermique, il n'y en a pas non plus. Pourquoi à certains appareils, il y a une borne de terre et à certains, il n'y en a pas? En fait, c'est tout simple. Ça dépend de la catégorie d'isolation de l'appareil. Ça, c'est catégorie 2. C'est-à-dire que tu n'as pas de carcasse métallique. Tu ne peux pas toucher du métal à l'appareil et ils sont surisolés, donc tu n'as pas besoin de terre. Tu prends le fer à repasser. Ils te mettent une borne de terre parce que là, c'est en métal. Admettons, ton fer à repasser, il tombe. Dedans, il y a un composant qui casse et ta phase, elle se mettrait à toucher ton sabot du fer à repasser. Ben, si toi, tu touches ça, tu t'électrocutes. Donc, ils sont obligés de mettre une terre. Parce que si toi, admettons, le fer à repasser est défectueux. Tu as la phase qui part sur la semelle, toi tu touches la semelle, tu reçois du courant. Mais si ton installation est bien faite, tu as un différentiel. Et le différentiel, il mesure la différence entre ce qui part par la phase et ce qui revient par le neutre. Et s'il y a une différence de plus de 30 mA, le différentiel il saute. Mais pour que le différentiel saute, il lui faut une terre. Absolument, sinon ça ne fonctionne pas. On va faire le test après. C'est pour ça, là, ils te mettent une borne de terre. C'est pour pouvoir te protéger, toi. Si tu n'as pas de différentiel et que tu t'électrocutes en touchant comme ça, tac, admettons, il y a une fuite de courant, je touche. Je vais me prendre une châtaigne. Mais admettons, je prends le fer à repasser dans la main, je le serre. Et je m'électrocute, qu'est-ce qui va se passer? Mes muscles, ils vont se contracter. Et il y a un risque de collage, vu que mes muscles, admettons là, le sèche-cheveux, il est en acier. Et il y a un défaut d'isolement, je le prends en main et je m'électrocute. Mes muscles, ils vont se serrer et j'arriverai même plus à lâcher le fer à repasser. Donc je vais m'électrocuter, mais je pourrais même pas le lâcher parce que c'est comme les secours quand ils viennent réanimer le cœur avec un électrochoc, bah c'est pareil. Le muscle, il se serre et j'arrive plus à lâcher. Donc le différentiel, c'est très important parce que lui, il va couper le courant. Donc, puisqu'il n'y a pas de courant, il n'y aura plus de courant, tu arrêtes de t'électrocuter. Donc, tes muscles, ils se lâchent. Donc, électrocution, électrisation, bon, voilà, on se comprend. Donc, ça, c'est déjà un point. L'effet de collage, si tes muscles se contractent, le fait de ne plus pouvoir lâcher l'appareil qui est justement en train de t'électrocuter. Donc, le différentiel 30 mA, c'est super important. À côté du différentiel, tu as des disjoncteurs. Ça, c'est différent. Si maintenant tu mets un disjoncteur 16 A, c'est pour protéger ton câble principalement. Si tu dimensionnes tes câbles à 16 A et tu branches un appareil qui consomme 30, ton disjoncteur va sauter pour pas risquer de foutre le feu à tes câbles électriques. Tandis que le différentiel, c'est pour te sauver toi. Le disjoncteur, c'est pour sauver les câbles électriques. Pour schématiser, c'est ça. Donc, dans ton fourgon, tu regarderas ton lisseur. Normalement, il n'a pas de terre. Ton sèche-cheveux n'a pas de terre. Ton chargeur d'ordinateur, suivant lequel, chez Apple, il n'y a pas de terre à mon chargeur d'ordi. Les 3/4 du temps, il n'y aura pas d'appareil hors catégorie 2 qui nécessite une terre dans un fourgon. Donc, l'un dans l'autre, que tu aies une terre ou que tu n'en aies pas, si tu sais que tu dois te limiter à des appareils de catégorie 2, ça pose pas de souci, mais suffit de le savoir. Pas brancher un appareil à raclette sur ton installation qui ne possède pas de terre. Si l'appareil à raclette a un souci d'isolement, tu prends des risques. Ça, il faut en être conscient. Donc, petit rappel, tu as une prise comme ça, sans le bitonio de terre, tu n'as pas besoin de terre. Tu as une prise comme ça, où il y a le bitonio de terre, il te faut une terre. Ça paraît tout bête, c'est logique, pour une fois, ils ont fait les choses simples et de façon logique.
pas besoin de terre, il faut une terre. Qu'en est-il de la terre sur les batteries nomades? D'origine, il n'y en a pas. Idem sur les onduleurs Victron si tu les branches mal. Ce qui est le cas de quasiment toutes les installations. Je me répète, mais on va voir tout ça étape par étape, on va y arriver. Là, pour te montrer qu'il n'y a pas de terre, je vais te chercher un appareil. Là, j'ai un appareil. C'est le même genre d'appareil que les techniciens utilisent pour vérifier les nouvelles habitations. Avant de brancher au réseau EDF, ils vérifient chaque prise. Donc cet appareil permet plusieurs choses. De vérifier si tu as une terre. De vérifier si la phase et le neutre sont du bon côté de ta prise. Parce que ça est également, il y a un ordre. La phase doit être à droite et le neutre doit être à gauche. Et évidemment, la terre, c'est le bitonio. Et ensuite, il y a un bouton test. Là, je peux régler de 10 mA à 35 mA. Si je le mets sur 30 mA et j'appuie sur le bouton rouge, le différentiel doit sauter. Là, pas la peine de faire le test, la batterie nomade n'a pas de différentiel. Mais je vais quand même brancher l'appareil et on verra avec les lumières qu'est-ce qu'il va nous dire. Là, il nous dit clairement, il n'y a que 2 voyants allumés sur 3. Si je regarde ici, 2 voyants sur 3, il y a écrit no terre. Donc cet appareil prouve bien que la batterie nomade n'est pas équipée de terre. Voilà. Donc d'origine pas de terre. Je vais te montrer à une prise de la maison comment que ça s'affiche quand tu as une terre. Là j'ai une prise, on va brancher ça. Ah, là j'ai que un voyant allumé, qu'est-ce que ça veut dire? Là je regarde un voyant phase et neutre inversé. C'est-à-dire que quand j'ai installé cette prise, j'ai inversé la phase et le neutre. On va essayer une autre. Là j'ai les 3 voyants allumés, donc ma phase est bien du bon côté et ma terre est présente. Et si là j'appuie sur le bouton rouge, il y a le différentiel de notre disjoncteur qui va sauter. Je vais pas le faire parce que j'ai pas envie, voilà, il y a mes parents, voilà, j'ai pas envie de leur couper toute l'électricité. Mais on fera le test après, je te montrerai. Donc, dans notre maison ici, il y a une terre. Sur la batterie nomade, il n'y en a pas. Parce que la terre, pour rappel, qu'est-ce que c'est? La terre, comme son nom l'indique, c'est en fait un câble qui est relié à la terre. À notre maison, quelque part, il y a un piquet en cuivre qui a été planté où la borne de la terre, aux prises, est directement reliée à la terre. Rien de plus, c'est ça la terre. Mais là, batterie nomade, il n'y a pas de piquet de terre nulle part, donc évidemment il n'y en a pas. Mais il y a une alternative pour avoir quand même une terre. C'est-à-dire relier le neutre à la terre. Donc on a vu à une prise de courant, tu as le neutre, tu as la phase et tu as le bitonio de terre. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va relier le neutre à la terre. En faisant ça, mon appareil va détecter qu'il y a une terre. Ça va déjà te paraître peut-être un peu fou. Pourquoi relier le moins du 220 volts, le neutre, à la terre? Mais en fait, c'est ce que fait EDF. Chaque maison est reliée à la terre, mais EDF, le neutre, est relié à la terre. Je vais te le prouver. J'ai mis mon voltmètre sur courant alternatif. Donc, courant continu, c'est ce que tu as en 12 volts dans ton véhicule. Courant alternatif, c'est ce qu'on a à la maison avec le 220 volts. Donc là, je l'ai mis sur maximum 600 volts. Maintenant, je vais mettre ça là-dedans. Il nous affiche quoi? 234 volts. D'accord? Et moi, je vais te prouver que le neutre est relié à la terre. Parce que regarde, si je laisse juste le pic là, dans la phase, j'ai quoi? J'ai à peu près 20 volts. Je le mets de l'autre côté, j'ai 0. Je touche la terre. Il n'y a rien. D'accord? Mais si maintenant je vais dans la phase et je touche la terre, j'ai 234 volts. La même chose que j'ai quand je touche la phase et le neutre. Donc ça te prouve bien que phase neutre ou phase terre, c'est pareil. Si je fais neutre terre, ben j'ai 0, ce qui est logique. Donc ça te prouve bien que EDF a relié quelque part le neutre à la terre. Petit placement de produit. Pour ceux qui ont du mal avec les voltmètres, comme j'ai là-bas les multimètres,
où il faut choisir le bon calibre et tout. Il y a Testman, je vous avais déjà présenté un petit voltmètre automatique, mais là, ils ont également fait un stylet. Regarde, tu l'allumes, c'est tout simple. Je viens là. Là, il détecte. Il clignote tout vite, tu entends le bruit. Là, il détecte la phase. Je vais au neutre, il détecte moi. Donc là, tu peux déjà identifier de quel côté est la phase, tu vois. Juste avec le petit stylet. Et un autre truc qui est génial, tu vois, là, il commence déjà à capter le courant. Là, rien. Je m'approche, il capte. Maintenant, regarde, si je veux savoir si là, je peux percer un trou. Eh ben non. Parce que là, j'ai toutes mes descentes de câbles pour les interrupteurs et tout ça. Donc ça vaut 3 fois rien. Mais avant de toucher, avant de mettre tes doigts, pour être sûr, tu viens avec ça, tu testes s'il y a du courant. Parce que cet appareil-là, le multimètre, si tu le règles mal ou tu ne sais pas vraiment l'utiliser, tu vas croire qu'il n'y a rien. Parce que regarde avant, quand j'ai mis que ça dans la phase, il m'a marqué quoi? 12-13 volts. Donc toi, tu vas faire ça, tu vas dire, oh, il n'y a que 12-13 volts, je risque rien, et tu vas toucher, tu vas t'électrocuter. Tandis qu'avec ça, si tu as le bip bip rouge, mets pas tes doigts. Ça vaut 3 fois rien, je te mets le lien en description. Voilà, avant de démonter quelque chose, tu viens. Voilà. Oh, attention, c'est rouge, ça clignote, il y a du courant, je touche pas. Donc là, je vais m'amuser à câbler tout ça. C'est ce qui va servir pour faire une mise à terre qui fonctionne, pour que les différentiels fonctionnent comme ils fonctionnent dans ton habitation. Donc c'est assez compliqué, je te mets en timelapse et je te reprends après pour les explications. Let's go! Mais c'est génial. Ça a de la gueule, là? On croirait un truc fait industriel. Aïe! Pouch! Pouch! Donc voilà, j'ai tout branché. Alors je t'explique. Là, j'ai une première arrivée, c'est pour l'onduleur. Donc comme je t'ai expliqué, l'abonné voudra recharger la batterie nomade à partir d'un onduleur qui est branché sur la batterie du véhicule. Donc l'onduleur qui sera branché sur la batterie du véhicule, la sortie 220, on va la brancher là-dessus. Là, j'ai une prise, c'est pour la sortie 220 de la batterie nomade. Donc ça, on branche ici. Là, j'ai mis un câble provisoire, c'est l'arrivée de la prise P17. Donc ça sera prise à l'extérieur du véhicule. Quand il s'arrête à un camping, il se branche à la prise du camping et le courant va arriver là, à l'arrivée de la prise P17, quoi. Ça servira à recharger la batterie lorsqu'il est branché sur une prise de camping. Et ici, par une simple prise provisoire, je simule la sortie 220. Donc là, ces 3 câbles que j'ai mis provisoirement, il ira alimenter toutes ces prises qui sont dans le fourgon. Alors là, qu'est-ce que j'ai de beau? Là, j'ai 2 relais. Un différentiel 40 mA pour quand il se branche à la prise de camping au cas où si la prise du camping n'est pas équipée de différentiel, ben il en a un ici. Donc une fois que le courant arrive dans son fourgon, il est protégé par un différentiel 30 mA ici. Un disjoncteur 16 A. Un deuxième différentiel 30 mA. Celui-là, c'est pour à la sortie de la batterie nomade. C'est ce différentiel qui va fonctionner lorsque la batterie nomade n'est pas alimentée
2 par une prise P17. Et encore une fois, un disjoncteur de 16 ampères. Donc là, il y a 2 relais. Alors, il y en a un qui sert à switcher automatiquement entre l'arrivée de la prise P17 et l'arrivée de par l'onduleur. Et l'autre relais, c'est un relais qui connecte le neutre à la terre lorsque la batterie nomade n'est pas alimentée ni par la prise P17 ni par l'onduleur. Là, j'ai la prise de sortie où tu viens brancher ta batterie nomade. Donc de là, on part à l'arrière de la batterie nomade. C'est la prise de recharge. Et ici, j'ai une petite LED et un interrupteur. Alors, qu'est-ce que c'est? Dans mon schéma, dans l'installation là, il ne faudrait pas que la prise soit inversée à la prise P17 au camping. Je t'ai montré en début de vidéo que la phase théoriquement se trouve à droite de la prise. Donc théoriquement c'est phase, neutre et terre. Mais souvent ça arrive que phase et neutre c'est inversé. Qu'est-ce qui pourrait se passer si la phase et le neutre sont inversés? C'est qu'on enverrait de la phase dans le neutre de l'onduleur. Ce qui serait peut-être pas top pour l'onduleur. J'ai pas fait d'essai mais voilà, c'est pas conseillé. Donc là qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis une LED témoin. Quand on se branche à la prise P17, avant de se brancher, on met l'interrupteur sur off, on se branche à la prise P17, il y a la LED là qui s'allume uniquement si la phase est du bon côté. Si la LED verte est allumée, on active, on autorise la recharge de par la prise P17. Si la LED verte là n'est pas allumée, c'est-à-dire que la phase et le neutre sont inversés ou que la terre de la prise P17 est manquante. Donc dans les deux cas, si la lumière n'est pas allumée, on passera jamais l'interrupteur là sur 1. C'est une petite sécurité. Ça se faisait et ça se fait peut-être encore dans les bateaux. Quand ils se branchent à la prise de quai, ils ont toujours une procédure avec un interrupteur et un voyant pour justement éviter les inversions de phase quand ils se branchent à la prise de quai parce qu'on ne sait pas qui a installé la prise de quai, s'il a bien fait attention, s'il n'y a pas une rallonge inverseur qui a été montée entre temps, parce que ça existe justement des rallonges qui inversent phase neutre si jamais la LED ne s'allume pas. Donc voilà, ça permet de sécuriser avant d'envoyer du courant qu'on ne connaît pas dans le fourgon. Alors là, je vais brancher et on va faire les premiers essais et on va tester si le différentiel fonctionne avec mon petit appareil. Donc l'appareil là, je vais le brancher à la prise ici. Donc pour rappel, à ces 3 fils, il va alimenter toutes les prises de son fourgon. Donc ça, c'est une prise qui se situerait dans le fourgon. Donc là, je branche l'appareil. Je vais commencer par t'expliquer le boîtier là. Donc ça, c'est l'arrivée de la prise P17. Évidemment, il n'y aura pas une fiche. Ça, c'est pour moi pour faire les essais. Mais là-dedans, les câbles, ils iront se brancher sur la prise bleue P17 qui se trouve dans la tôle du fourgon, tu vois. Pour que quand lui il se branche à l'extérieur du fourgon, le courant il rentre par ici. Donc là, je vais chercher une rallonge qui me permet justement d'inverser la phase. Tu vois, là j'ai une rallonge, je peux brancher dans les deux sens ma prise. Donc pour les essais, c'est parfait. Donc je mets sur off, je branche. Donc là, la lumière n'est pas allumée. Donc théoriquement, je n'ai pas le droit de mettre sur on. J'inverse. Là, ma lumière s'allume. C'est que ma terre est présente et la phase est du bon côté. Donc, puisque la LED est allumée, je pourrais mettre l'interrupteur là sur 1. Donc là, le fil, c'est l'arrivée 220 de la batterie nomade. Donc ça, on va brancher là-dedans. Ensuite, on va déjà l'allumer. J'allume l'onduleur. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? J'ai les 3 voyants allumés. Tu te souviens ce que ça veut dire? Quand les 3 voyants sont allumés, c'est-à-dire qu'il y a une terre de présente et que la phase et le neutre sont du bon côté, mais surtout que la terre est présente. Qu'est-ce qui se passe si maintenant j'appuie sur le bouton test? Le différentiel a bien sauté. Un point que je veux préciser. Ici, tu as le bouton test sur le différentiel, tu peux appuyer dessus, il saute. Mais c'est pas parce que là ça fonctionne que ici ça fonctionne. Quand toi tu appuies sur le bouton test, ça, comment dire, tu vérifies que le différentiel saute, que voilà, mais tu fais tu relis en interne. Le bouton test ne te garantit pas que tes prises sont correctement équipées d'une terre et que ce boîtier là va fonctionner.
Je vais te le montrer, je vais déconnecter la batterie nomade et on va enlever le neutre à la terre. Le fil que j'ai dû rajouter. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je ferai une conclusion sur tout ça. Et voilà, c'est toujours intéressant de comprendre comment fonctionne un différentiel. Parce qu'il y a pas mal de on-dit sur internet, franchement. Donc, comme je t'ai expliqué, à la sortie de la batterie nomade, j'ai relié le neutre à la terre pour que le différentiel fonctionne. C'est le câble bleu là que tu vois aller à terre. Maintenant, je vais juste le déconnecter. Voilà. Ok? On va refaire le test. Donc, le boîtier, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit qu'il n'y a pas de terre. C'est normal parce que j'ai pas relié le neutre à la terre et la batterie nomade n'est pas reliée à la terre, donc pour lui, il manque la terre. J'appuie sur le bouton test de différentiel. Il saute. Donc là, tu vas peut-être te dire, ouais, youpi, ça fonctionne, le différentiel marche. Ben non, parce que regarde. Le boîtier là, j'appuie sur test, il se passe strictement rien. Donc c'est pas parce que là, le bouton test te fait sauter le différentiel que tes prises sont conformes. C'est pas du tout lié, ça veut strictement rien dire le bouton test là. Si tu veux vraiment vérifier tes prises, achète-toi un petit boîtier là, ça vaut 15 balles et ça permet de tester. Maintenant, je relie le neutre à la terre. Il me détecte une terre, j'appuie sur le bouton test, ça saute. J'enlève le neutre de la terre, ça saute pas. Voilà. Donc là-dessus, on est bien d'accord que ça fonctionne uniquement parce que j'ai relié le neutre à la terre. Un point important, il manque un câble dans mon installation. C'est d'ici, on va partir avec un gros câble, sûrement un 16 mm², jusqu'au châssis du véhicule. Ça, c'est important et c'est à faire. Je t'en parle après sur les multiplus et les onduleurs Victron par exemple, qu'on reliera aussi la masse, donc la terre, au bus bar négatif du véhicule pour que la terre soit tout le châssis du véhicule. Donc au lieu que ça soit la terre, planète terre qui fait la terre, ça sera le véhicule et la carcasse du véhicule qui fera la terre. Donc ça, je t'en parle après quand on parlera de l'onduleur. Donc je rebranche ma batterie. Donc lorsque il est à l'arrêt, quand le moteur tourne pas et qu'il n'est pas branché à une prise de quai à la prise P17, c'est la batterie nomade qui lui fournit le 220 qui arrive dans ses prises avec un différentiel, on l'a vu, fonctionnel. Maintenant, on va recharger la batterie nomade. Donc, je vais d'abord brancher le câble à l'arrière de la batterie nomade. Donc, le câble d'alimentation de la batterie nomade, il branchera là. Et ça, il laissera brancher. Hein. C'est juste que je ne l'ai pas encore fait. Donc maintenant, on va simuler, il est arrêté et il se branche à une prise de camping. Donc je vais brancher mon câble là, à la prise de courant. Donc là, je vois bien par la LED verte que ma phase et le neutre sont bien du bon côté et que ma terre est présente. Avant d'activer le bouton là, à cause des courants résiduels qui peuvent se trimballer dans le neutre, mon différentiel en haut, une fois sur 10, il saute. Voilà, donc je coupe d'abord le disjoncteur là. J'active ma prise P17 et je remonte le disjoncteur là. Là, la batterie est en charge et j'ai bien mes 3 voyants là allumés. Donc si là j'appuie sur le bouton test, qu'est-ce qui va se passer? Les deux différentiels là vont sauter. Mais celui-là de mon habitation aussi, parce que j'ai remarqué il est plus sensible que les deux là. Donc je ne vais pas forcément te montrer, tu me croiras sur parole, que si j'appuie là, les différentiels sautent, puisque là je suis relié à mon habitation. Donc ça revient au même que si je prends l'appareil là et je le rebranche à la prise comme je t'ai montré en début de vidéo. Voilà. Et là la batterie est bien en recharge, je te montre. Voilà, input. Donc actuellement, il y a l'arrivée de ma prise P17, ça passe dans mon installation, ça recharge la batterie, ça contourne l'onduleur de la batterie
Et le courant, il arrive ici. Et j'ai bien mes 3 voyants allumés, c'est-à-dire prise conforme avec un différentiel fonctionnel. Si là j'appuie sur le bouton test, comme dit, les 2 là vont sauter et celui-là de mon habitation va sauter aussi. Le plus rapide des 3 va sauter en premier, en gros c'est ça, vu qu'ils sont à la série, un à la suite de l'autre. Pour débrancher la prise P17, on coupe le disjoncteur là, on éteint ici et on remonte. Voilà. Et après on débranche la prise P17. Donc voilà, ça c'est une petite étape. Vérifier que le voyant vert là soit allumé, couper le disjoncteur là, allumer là, remonter. Voilà, c'est une petite étape, mais à cause de la sensibilité des différentiels, voilà, ça évite qu'une fois sur 10, le différentiel de la prise P17 saute. Donc bon, voilà, c'est comme ça. Donc maintenant, quand il roule, il va recharger sa batterie de par l'onduleur qui est branché sur la batterie porteur. Pour simuler l'onduleur, puisque j'en ai pas, je vais utiliser une autre batterie nomade. J'allume l'onduleur et je branche ça là derrière. Donc là, qu'est-ce qui est en train de se passer? Cette batterie, elle est en train de se décharger dans celle-là. Je te montre à l'écran. Donc ça, comme dit, ça simule l'onduleur. Ça, c'est quand il est en train de rouler. Donc là, on voit moins 437 watts. Là, on voit plus 400 watts. Ouais, j'ai bridé ici à 400 watts la molette. Donc là, tu vois bien, ça fonctionne. Mais ici, qu'est-ce qu'on voit? Il n'y a pas de terre. Et si là, j'appuie dessus, le différentiel, ben, il ne va pas sauter puisqu'il n'y a pas de terre. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que la batterie là n'est pas équipée de terre. Et puisque celle-là, elle contourne son onduleur et elle prend le courant de là, ben, on se retrouve dans le même scénario. L'onduleur Victron qu'il va utiliser, il va relier lui-même le neutre à la terre. Là, mon appareil, mon boîtier ne le fait pas, puisque l'onduleur Victron va le faire. Je vais te prendre à l'ordi, je vais te montrer comment que l'onduleur Victron va relier le neutre à la terre. Donc, puisque lui, il le fait, moi, j'ai pas besoin de le faire. Mais si ici, je me débranche, automatiquement, regarde bien là, les relais, tac, ils connectent le neutre à la terre et j'ai un différentiel fonctionnel. Donc voilà, j'espère que c'est pas trop du chinois pour toi. Comme dit, essaye de rester jusqu'à la fin de la vidéo et je ferai ma conclusion. Alors, l'onduleur qu'il va utiliser pour recharger la batterie nomade quand il roule, c'est un Victron Phoenix 1200 VA. C'est celui-là là que tu vois. Donc, première chose, là tu vois bien une borne de terre. Ensuite, raccordement de la sortie neutre du convertisseur au châssis terre. Alors, d'origine, quand tu reçois l'onduleur, le neutre est flottant, c'est-à-dire qu'il n'est pas relié à la terre, exactement comme la batterie nomade. Mais sur l'onduleur, on peut choisir neutre flottant. Le fil, il faut le brancher là. À l'intérieur de l'onduleur, il faut enlever un cache et tu branches le fil jaune là où il est, c'est en neutre flottant, donc comme la batterie nomade, ce qui ne nous intéresse pas. Et ici, neutre connecté au fil de terre. Donc il faut le brancher là. Donc le neutre est relié à la terre, exactement comme fait mes relais dans mon installation. Mais moi, dans l'installation là, je suis obligé de mettre un relais puisqu'il faut que je déconnecte le neutre à la terre quand je branche à la prise P17 parce que sinon le différentiel, la prise P17 va sauter, ce qui est normal. Qu'il y ait une fuite de courant de la phase à la terre ou du neutre à la terre, le différentiel saute. Et oui, ça peut être un peu contre-intuitif, mais si à ta prise tu relis le neutre à la terre, il y a le différentiel qui saute. Tu fais le test, j'ai vu pas mal de vidéos, les gens ont du mal à croire ça, mais faites tout simplement le test, vous prenez un fil, neutre, terre, vous verrez que votre différentiel va sauter. Du moment qu'il y a une fuite de courant entre la phase et la terre, ou le neutre et la terre, ça saute. C'est pour ça, dans mon installation, je suis obligé de mettre un relais qui connecte le neutre à la terre quand la batterie nomade n'est pas alimentée par une source externe. Et lorsque la batterie nomade est alimentée par une source externe, le relais déconnecte le neutre à la terre puisque c'est le réseau EDF de la prise P17 qui a déjà connecté en amont du différentiel de neutre à la terre. C'est pour ça qu'il me faut un relais. Mais là, l'onduleur, il peut que produire du courant. Il ne peut pas recharger. C'est pas un multiplus. On verra après le cas du multiplus.
Là, l'onduleur, vu qu'il fabrique que du courant, il ne peut pas recevoir du courant 220 volts de par l'extérieur, ben on peut relier en permanence le neutre à la terre. C'est ce qu'on fait ici avec le fil jaune qu'on branche là. Position de neutre connecté au fil de terre. Pour les convertisseurs 800 VA et 1200 VA, là tu vois bien FJ1 neutre flottant, FJ2 neutre connecté à la terre. C'est ce qui nous intéresse. Avant, je t'ai dit, dans mon boîtier, il me manque un fil de terre qui va du bornier de terre au châssis. Je t'ai dit, on mettra un 16 voire un 25 mm². Ça peut te paraître fou, mais en fait, il faut un câble avec la plus faible résistance possible pour faire une terre. Qu'est-ce que Victron nous préconise ici? Si l'onduleur est relié à la batterie avec un câble de 35 mm², ce qui va être notre cas pour l'onduleur de 1200 VA, il sera relié à la batterie porteur avec un câble de 35 mm². Il nous conseille de relier la terre avec un 25 mm². Donc voilà, tout est dit. Il faut un câble avec la résistance la plus faible pour que s'il y a une fuite de courant, que ça aille le plus rapidement possible à la terre et que le différentiel saute. C'est pour ça qu'il faut une grosse section. Donc, pour résumer, lorsque la batterie n'est pas alimentée en externe, mon boîtier là-bas relie le neutre à la terre, mon différentiel fonctionne. Lorsque la batterie nomade est reliée à la prise P17, c'est EDF qui relie le neutre à la terre en amont du différentiel. Donc moi, il faut que je déconnecte le neutre à la terre. Sinon, pour le différentiel de la prise P17, dans mon cas, c'est l'habitation, il sauterait puisque pour lui, il y aurait une fuite de courant. C'est pour ça qu'il me faut un relais. Lorsque l'abonné roulera et ça sera l'onduleur qui rechargera la batterie nomade, c'est l'onduleur qui relie le neutre à la terre. Donc moi, mon relais, il s'ouvre aussi pour ne plus relier une deuxième fois le neutre à la terre. Donc dans les trois cas, on aura un différentiel fonctionnel. Les multiplus. Comment que ça fonctionne au multiplus? Alors pour rappel, un multiplus c'est quoi? C'est un onduleur chargeur de batterie. Donc en fait, mon multiplus que j'ai installé, le 1600 VA, il fait quoi? Il fournit du 220 volts à partir de ma batterie auxiliaire. Et lorsque je me branche à la prise P17, il recharge ma batterie auxiliaire. Il fait un peu comme la batterie nomade. Comment que ça se passe avec la terre au multiplus? Ben alors en fait, il y a un relais interne. En fait, ce que j'ai fait là dans mon boîtier, le multiplus le fait dans son boîtier. Il a un relais. Vous lisez la doc, vous verrez, il y a un relais qui connecte le neutre à la terre lorsque vous n'êtes pas branché à la prise P17. Donc lorsque le multiplus n'est pas alimenté par une source extérieure, ben, il relie le neutre à la terre. Donc ton différentiel fonctionne à une condition qu'on verra après. Et lorsque tu te branches à la prise P17, le multiplus déconnecte le neutre à la terre. C'est exactement mon même principe ici. En fait, là, dans mon boîtier, je reproduis l'équipement qui est en interne dans le multiplus. Pour faire simple, c'est ça. Ce qu'il faut encore faire au multiplus, c'est relier la borne de terre du multiplus au châssis. En fait, le différentiel, il faut qu'il détecte une différence entre la phase et le neutre. Donc, si toi, tu ne relis pas la borne de terre du multiplus au châssis, tu as un appareil défectueux où la phase part par la carcasse métallique et qui revient par terre. Donc dans ce cas, le différentiel va fonctionner puisqu'il y aura une différence entre la phase et le neutre. Mais si toi tu touches la phase du multiplus et il n'y a pas de fuite de courant vers la terre, si tu n'as pas relié la borne de terre au châssis, le différentiel ne va pas pouvoir voir qu'il y a une fuite. Donc la borne de terre du multiplus, il faut le relier au châssis. Donc tu vas me dire, mais si tu as un plancher en bois et des chaussures, comment que le courant peut relier à la terre? Ben, c'est le même cas dans la maison. Malgré que tu sois sur du carrelage ou comme ça, tu n'es jamais complètement isolé. La résistance qu'il faut pour que le différentiel saute, c'est tellement faible que malgré un sol en carrelage, ben, il y a quand même une fuite de courant vers la terre possible. C'est pour ça, votre multiplus, reliez la borne de terre au châssis, au bus bar négatif ou au châssis, à une vis de masse, n'importe. Mais il faut que ça soit relié au châssis. Donc, juste pour résumer, si tu as un multiplus de Victron Energy, il y a un relais interne qui connecte et déconnecte automatiquement le neutre à la terre, mais c'est à toi de relier la borne de terre au châssis avec un gros câble, comme on l'a vu, pour faire
la boucle complète de ce qu'il faut pour avoir un différentiel fonctionnel dans tous les cas de figure. Si tu utilises un onduleur qui ne fait pas chargeur de batterie, juste un onduleur comme les Phoenix par exemple de chez Victron, qu'on va utiliser pour recharger la batterie nomade, il faut que tu l'ouvres et que tu branches bien et que tu ne laisses plus ce onduleur en neutre flottant, que tu connectes le fil jaune qu'on a vu avant à la terre et après tu mets ton différentiel et également tu relis la borne de terre de ton onduleur au châssis du véhicule. Toujours pareil avec un gros câble 16-25 mm². Donc ça, c'est des étapes à faire pour être sûr que ton différentiel fonctionne. Concernant la batterie nomade, donc là, on a fait tout un coffret électrique pour avoir une terre et un différentiel fonctionnel dans tous les cas de figure. Quand c'est la batterie nomade qui produit, quand elle est rechargée de par le réseau EDF et quand elle est rechargée de par l'onduleur qui est branché sur la batterie porteur et sur l'alternateur. Pourquoi on voulait absolument un différentiel qui fonctionne? Parce qu'il va utiliser un micro-ondes et une machine à café. On l'a vu, il y a les appareils de classe 1 et classe 2. Tout ce qui est fer à repasser, machine à laver, micro-ondes, machine à café, ils sont de classe 1. C'est-à-dire, tu as une prise de ce genre où tu as la borne de terre. Donc, puisqu'il va utiliser ces machines-là, pour prévenir tout risque, on a préféré faire un boîtier pour être sûr qu'il est protégé si jamais il a un appareil défectueux. Donc, dans son cas, voilà, on s'est un peu fait chier, mais on aura un différentiel qui va le protéger dans tous les cas de figure. Qu'est-ce que moi je te conseille si tu utilises une batterie nomade? Limite-toi aux appareils de classe 2, c'est-à-dire des appareils avec double isolation qui n'ont pas de prise comme ça où il y a une terre. Donc si tu utilises que des appareils de classe 2 qui n'ont pas besoin de terre, tu n'as pas besoin de différentiel et tu n'as pas besoin de faire tout ce branchement-là. Je te conseille d'utiliser la batterie nomade. Pourquoi elle a été fabriquée? Pour une utilisation simple, mais utiliser des appareils uniquement de classe 2. Pour rappel, décapeurs, sèche-cheveux, lisseurs, ils sont normalement tous de classe 2. Tu as une prise de ce genre où il n'y a pas de terre. Donc si tu utilises une batterie nomade et tu l'utilises uniquement avec des appareils de classe 2, franchement, t'embête pas à mettre un différentiel et faire tout ce boîtier-là. Parce que faire ça, je ne vais pas te le cacher, c'est très compliqué et très risqué. Là, tu fais une erreur, ça peut être pire que bien. Soit tu vas cramer ta batterie, soit l'onduleur, tu vas créer des courts-circuits, ou alors tu vas toucher là où il ne faut pas, tu vas te prendre une châtaigne. Si franchement tu n'es pas compétent en électricité, je te déconseille vraiment de reproduire mon schéma là. Je le mets à disposition, mais c'est à tes risques et périls, clairement. Moi je l'ai fait, voilà, je t'ai prouvé que ça fonctionne. Mais en aucun cas, je serais tenu responsable si toi, tu as grillé ton appareil ou tu t'es électrocuté ou n'importe. Je le mets à disposition à titre indicatif. C'est pour justement vous montrer qu'on peut malgré tout avoir une terre fonctionnelle sur une batterie nomade, mais il n'est pas destiné à être reproduit par des novices. Qu'on mette bien les points sur les i. C'est uniquement par expérimentation que j'ai fait ça. Donc, rien t'empêche d'aménager un fourgon avec une batterie nomade et d'utiliser uniquement des appareils de classe 2. Certes, tu ne pourras pas utiliser une machine à café ni de micro-ondes, mais globalement, voilà, tu t'en sors quand même. Tu recharges tes ordis, les sèche-cheveux, beaucoup d'appareils électriques en 220 sont de classe 2. Regarde chez toi, je te mets au défi. Prends 10 appareils de ta maison. Tu prends 10 appareils, tu regardes la prise. Je suis sûr, sur les 10 appareils, tu en auras au moins 9 qui auront une prise comme ça sans terre. Donc, tu vois, dans les 3/4 du temps, voilà, tu n'as pas besoin de différentiel, pas besoin de terre, mais il faut en être conscient. Il faut juste en être conscient, c'est ça qui est important. Ne branche pas un fer à repasser. Lorsque tu n'as pas de différentiel et pas de terre, tu prends vraiment des risques. Mais si tu sais tout ça, voilà, mon conseil ultime, c'est tu utilises la batterie nomade comme elle a été homologuée, c'est-à-dire avec un neutre flottant. Et tu utilises des appareils de classe 2.
Tu fais en sorte que les appareils n'aient pas de câble à nu ou comme ça. Voilà, si ta fiche elle commence à devenir abîmée comme ça, ben, évite de brancher. Dis-toi bien qu'une batterie nomade peut y avoir potentiellement plus de risques dans une habitation si tu as des appareils défectueux. Voilà pour la synthèse. Donc cette vidéo, c'est pas pour vous faire peur ou rien du tout. C'est juste pour, voilà, pour mettre les points sur les i, pour vous expliquer un peu le système de terre et tout ça. Donc franchement, j'espère que ça a été utile, cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vraiment, voilà, je peux refaire une petite vidéo supplémentaire par rapport à vos questions que vous me posez dans les commentaires. Je remercie encore une fois Laurent. C'est l'électrotechnicien qui m'a aidé sur ce schéma-là. Donc franchement, je vous mets son lien en description. Il fabrique des remorques aménagées avec tente et tout ça. Je vous laisse aller voir son site. Donc comme dit, c'est un gars compétent. La preuve, voilà, on est arrivé à faire quelque chose de fonctionnel. Mais je le répète, il y a le schéma en description, mais soyez prudents si vous voulez refaire la même chose. C'est franchement pas simple. On touche quand même à du 220 volts. Il y a des risques. Donc voilà. Utilisez batterie nomade pour une utilisation simple avec des appareils que de classe 2 avec des prises sans bidonneau de terre. Je me rabâche, mais voilà, j'aime bien que ça soit clair. J'espère que tu es resté jusqu'à là. Si jamais voilà, tu es encore là, n'hésite pas à t'abonner, liker et dis-moi en commentaire si tu as tenu toute la vidéo. Je serais curieux de voir un peu. C'est une vidéo de plus d'1 heure, c'est énorme. Mais il y avait énormément de choses à dire. J'espère que je suis quand même arrivé à l'expliquer de façon simple. Pour vraiment les puristes, il y aura peut-être des petits voilà, défauts de langage, des petits voilà, mais globalement, je ne pense pas avoir fait de grosses erreurs. Donc si tu es électrotechnicien, électricien, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si jamais voilà, il y a un souci. Normalement, c'est bon, hormis des abus de langage des fois, voilà. Mais le message, globalement, je pense, je suis arrivé à le faire passer. N'hésite pas à me dire en commentaire. Sur ce, la vidéo 3 de cette série, elle viendra plus tard quand l'abonné il aura fini son fourgon, on la mettra en place dans son fourgon, puis on fera les derniers tests finaux avec son onduleur, la prise P17, la batterie, voilà, dans son fourgon, etc. Allez, à plus pour des vidéos sur mon fourgon, hein, parce qu'il faut que ça avance aussi un peu. Allez, ciao ciao!